Et vous en êtes à quel stade de votre vie de collectionneur? Aujourd'hui, je vous propose de parcourir les différentes étapes de la vie d'un amateur et de voir où vous en êtes. Bonjour à tous et bienvenue sur DMV, j'espère que vous allez pour le mieux. Je ne sais pas si vous en rappelez, mais il y a de cela quelques semaines, j'avais posté ce visuel en story. Visuel dont j'avais moi-même fait une capture il y a de cela plusieurs années. Mais en le revoyant dans mon tel, je m'étais dit qu'il y avait quand même beaucoup de vrai dans le cheminement proposé. Et je pense qu'il vous avait touché aussi, car j'avais reçu énormément de réactions de votre part. Apparemment, ça avait fait écho chez vous. Du coup, j'ai voulu en reparler plus en profondeur et l'adapter à ma sauce et à l'époque. Au fil des rencontres et des épisodes, je m'aperçois de plus en plus que beaucoup d'entre nous ont un socle commun d'étapes par lesquelles nous passons presque tous dans notre chemin d'amateur. Vous savez, un peu comme les séries de points numérotés à suivre pour dessiner un personnage quand on était gosse. Alors oui, évidemment, tout n'est pas tracé et il y a 1000 façons de prendre cette route. Et heureusement, car sinon, ça serait bien triste. Mais c'est bien du chemin dont on va parler aujourd'hui. Je vous l'évoque souvent, mais je voulais approfondir avec vous les fameuses étapes, un peu le Compostelle du collectionneur. Et vous, combien avez-vous de tampons sur votre carnet? Par quelle phase êtes-vous passé? En avez-vous grillé certaines? Et surtout, quelles sont-elles? Évidemment, nous sommes tous différents et nous vivons notre passion d'une façon qui nous est personnelle. Mais nous allons voir ensemble que beaucoup d'entre elles, vraiment, nous sont communes. Avant de commencer, sachez que cet épisode est, comme d'habitude, disponible en version audio sur toutes les plateformes de podcast, mais également en vidéo sur ma chaîne YouTube. Démontrez-vous, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à activer les notifications pour ne rien louper et pour aider la chaîne à grandir tout simplement. Pour ceux qui écoutent en version podcast, pensez à laisser 5 étoiles et un commentaire, ça fait toujours plaisir. Comme je dis toujours, si vous aimez DMV, c'est le meilleur moyen de me l'exprimer. Pour rappel, n'hésitez pas à me poser vos questions en MP via le compte Instagram Démontrez-vous. Chaque semaine, j'en sélectionne une et j'y réponds en début d'épisode. Et voici tout de suite la question de la semaine. Lorsque je remonte ma montre vintage alors qu'elle n'a pas été portée depuis un certain temps, j'observe qu'elle ne se relance pas tout de suite, pas avant au moins 10 tours de remontage de couronne. Est-ce normal? Alors merci pour cette question. Alors je me suis souvenu de la question que j'ai lue il y a quelques jours, mais malheureusement j'ai effacé le message donc je ne peux pas citer la personne qui en a été l'auteur, j'en suis désolé, mais en tout cas merci pour ton message. Alors oui, il est assez courant qu'une montre mécanique prenne quelques secondes pour fonctionner après avoir été remontée, et ce pour plusieurs raisons. Alors à commencer tout d'abord par la lubrification. Au bout d'un certain temps sans utilisation et selon la qualité de l'huile, l'âge des huiles, ces dernières peuvent se figer ou même sécher. Il faut donc un peu de temps au démarrage afin que la lubrification reprenne. Mais après, normalement, tout rentre dans l'ordre. Personnellement, je conseille de les remonter ou de les porter au moins une fois tous les 3 à 6 mois. Ça va éviter que les huiles se figent à moyen terme. Ensuite, ça peut également venir de la tension du ressort. En effet, le ressort moteur a besoin d'un certain niveau de tension afin de transmettre l'énergie. Parfois, les premiers tours de remontage ne suffisent pas. Et c'est pour ça que tu observes un démarrage de la montre après une dizaine de tours, sachant qu'un remontage intégral est environ de 40 tours. Ça peut aussi venir de l'échappement tout simplement, qui sur certaines vintage peut se montrer un peu plus long à s'activer. Il faut être patient. Et enfin, élément commun à tout ce que je viens de dire, un démarrage trop long après remontage peut venir tout simplement d'une révision trop ancienne, des huiles trop vieilles, une montre sèche ou des éléments usés comme le ressort de barillet. Mais je te rassure, le fait qu'elle se lance au bout de 5 à 10 tours est encore très largement acceptable et tout à fait normal. En revanche, si elle met du temps, vraiment du temps à partir, n'hésite pas à l'emmener chez ton horloger pour la lui montrer et éventuellement la faire réviser. Car une montre sèche et mal réglée, c'est l'assurance de casser ou de dégrader des pièces à moyen terme. Et accessoirement, c'est aussi comme ça qu'on retrouve des poussières d'huile séchée sur le cadran. Vous savez, parfois on voit c'est un petit peu constellé sur certains cadrans. Mais ce sont tout simplement des huiles qui ont séché et de la poussière qui s'est cristallisée et qui vient passer par l'axe des aiguilles et qui vient se déposer sur le cadran. Ça peut venir dégrader le cadran et tout simplement le tacher. Attention. Alors pour éviter ça, révision, mon conseil, une révision tous les 5 à 10 ans, selon les pièces et selon la fréquence d'utilisation. J'espère avoir répondu à ta question. Ah, et juste avant de démarrer, je voulais vous parler d'une pièce qui m'a récemment été confiée par les amis de chez Mona. Vous savez, la marque de montres bordelaise. En fait, ça faisait un moment que je disais à Maverick, un des associés de Mona et également cofondateur du Timefest, que j'adorais la Monkey Bird. Un des modèles sortis il y a de cela quelques mois. Et donc, il m'en a confié une pendant plusieurs semaines. Et je voulais vous en parler tout simplement. C'est un modèle réalisé en collab avec le collectif Monkey Bird Crew, MBC, constitué de 2 jeunes artistes originaires de Bordeaux, qui sont Timor et Blow the Bird. Vous avez peut-être vu leur création sur les murs de Paris, Lille, Amsterdam, New Delhi ou encore Bordeaux évidemment. Et là, la Monkey Bird représente une partie de leur monumentale fresque réalisée au Locle, reproduite en tempographie sur le cadran en laiton. C'est vraiment hyper beau. Il capte le moindre rayon, comme vous pouvez le voir. C'est très changeant selon le moment de la journée. C'est incroyable. Franchement, j'adore. Et voilà, je voulais juste vous partager ça. Déjà parce que c'est les copains. Et puis parce que perso, ça regroupe la combinaison de 2 univers que j'affectionne beaucoup, à savoir le street art et l'horlogerie. Elle est assemblée à la commande dans leurs ateliers bordelais et ne sera produite qu'en seulement
15 exemplaires. Voilà ce que j'appelle une série limitée. Et si vous voulez en savoir plus sur Mona, je vous invite à découvrir, à écouter ou réécouter l'épisode 47 et vous comprendrez à quel point les 5 associés sont littéralement habités par leur projet. Et plus récemment, ils ont lancé leur field avec la Frankton. N'hésitez pas à y jeter un œil, elle est vraiment très cool. Allez, on passe au thème du jour. Vous êtes prêts? On y va. Les différentes étapes de la vie d'un amateur horloger. Vous avez remarqué à quel point nous partageons, pour une grande majorité, un parcours horloger souvent très similaire. Alors, j'entends par là, passant par des étapes clés et s'inscrivant presque comme des passages obligés. Alors bien sûr, je dis presque parce que chaque parcours est unique, mais avouez qu'au fur et à mesure que vous parlez avec d'autres amateurs, ou même lors de mon format collectionneur, on entend bien souvent une suite d'étapes similaires. Et ce qui est drôle avec ce parcours, c'est qu'où qu'on en soit, on n'imagine pas la prochaine étape avant qu'elle ne se profile juste sous nos yeux. Mais vous, où pensez-vous être dans votre stade et dans votre évolution d'amateur horloger? Dans cet épisode, je vais vous lister et vous décrire les étapes clés d'un amateur horloger telles que je les vois et donc avec toute la subjectivité possible. Et justement, je vous invite à me faire part de vos réactions et réflexions suite à cette vidéo car ça m'intéresse beaucoup. J'ai vraiment envie de savoir ce que vous en pensez. Je vous préviens, on y va crescendo. Première étape, la découverte, la prise de conscience et la fascination. Cette phase est hyper importante, car de son intensité va découler tout le reste. Or souvent ça part d'un ami, d'une connaissance ou même de quelqu'un du cercle pro qui intervient sans même le vouloir, sans même le savoir. Pour ma part, vous le savez, c'est un peu différent, car ça a démarré très tôt avec mon grand-père qui était horloger bijoutier à Paris. Mais beaucoup d'entre vous ont commencé à s'intéresser aux montres en voyant une Sub, une Reverso ou toute autre pièce iconique, généralement au poignet d'une personne ayant sur vous une influence ou même une ascendance psychologique. Ce directeur des ventes qui porte à merveille cette GMT Master en costume, ce navigateur qui arbore cette jolie plongeuse, ou encore cette star dans un film. Enfin bref, vous avez compris l'idée. Et là, généralement, on a envie d'une pièce qui pèse, mais on n'a pas les sous, et encore moins le logiciel pour mettre 10K dans une montre. Caractéristique typique de cette phase, c'est très simple. On est pressé. Alors on achète d'abord un design, un look, sans se soucier de ce qu'il y a à l'intérieur. Puis on ne sait pas où aller et ça donne des achats de marque licence dans des galeries marchandes obscures et sans âme. Là, vous voyez bien de quelle montre on parle. C'est magnifique, Boss, Diesel et toute la clique. Sans oublier les fameuses Daniel Wellington en leur temps. On se dit qu'elles sont drôlement belles et plutôt abordables et les plus téméraires d'entre vous les arborent avec fierté lorsqu'ils croisent un porteur de montre suisse du genre T'as vu, je fais partie du clan. C'est un peu en mode Fight Club. Naufrage. Et puis, arrive un jour où l'on se rend compte que 10 montres à 150 €, ça fait quand même de l'argent. Et là, on commence à s'informer. Et en creusant, ou au détour d'une conversation avec un amateur plus avancé, on découvre l'existence de la montre mécanique. Et là, généralement, c'est la révélation. On s'aperçoit que derrière certains cadrans, il y a un petit cœur qui bat, et pas une vulgaire pile. Et alors là, c'est le massacre. On est comme un gosse dans une boutique de bonbons. On découvre Seiko, Citizen, Orient et toute la clique des montres qui en offrent beaucoup pour le prix. Et on binge jusqu'à plus soif. Dans ce scénario, la Seiko SKX 007 et l'Orient Bambino ne sont jamais très loin. On veut comprendre comment ça marche, on veut en savoir plus sur les marques à l'origine de tout ça. Et puis, en parallèle, on commence à généralement se pencher sur les marques françaises historiques. Et là, je dois dire que LIP est souvent de la partie. Il faut quand même avouer que cette marque, qui a eu pendant longtemps parmi les plus larges catalogues de modèles, notamment dans les années 60 et 70, a de quoi séduire. Que ce soit en neuf, mais aussi et surtout en vintage, pour quelques centaines d'euros, on peut se faire super plaisir avec de très très jolies pièces. Puis LIP, c'est quand même une marque à l'histoire incroyable, un fleuron de l'horlogerie française. Je vous invite d'ailleurs à écouter ou réécouter les 2 épisodes relatant toute la saga LIP, c'est juste passionnant. Bien sûr, comme toujours, je vous mets les liens dans la description. Cette soif de découverte dans les modèles abordables s'accompagne souvent d'achats auprès des marques telles que Spinnaker, De Pencel, Baltic, etc. Bien sûr, je ne peux citer tout le monde et il y a plein d'autres marques et nuances dans ce millefeuille horloger. Il y a un choix énorme et c'est parfois le plus dur. Or, à ce stade, c'est l'émerveillement à chaque découverte de modèle, à chaque découverte de complications. Et ça, c'est très très dangereux pour votre porte-monnaie, surtout si vous suivez addictivement youtubeurs et influenceurs. Difficile de suivre le rythme. Jusqu'à maintenant, généralement, on a déjà bien poncé le sujet des montres de luxe d'entrée de gamme, sachant que le choix est pléthorique. Je parle de la fourchette des moins 1500 € en général. Et n'y voyez rien de condescendant à les appeler comme ça. Personnellement, j'adore ce segment, car c'est bien souvent là qu'on trouve le meilleur rapport qualité-prix-plaisir. Et ce qui est drôle, c'est que c'est un segment dans lequel on revient bien plus tard dans sa passion, à un stade beaucoup plus avancé. Mais ça, on en parle un peu plus loin. Puis
vient une phase que l'on croit bien souvent comme étant celle de la maturité. Ça y est, on a compris, on veut passer à la vitesse supérieure. On veut de la légende, de la ref, validée par la communauté horlogère, mais aussi par la norme sociale. La montre à mi-chemin entre celle qu'on a déjà et les grandes légendes. Et on achète tous les bouquins qui relatent les icônes. Et on attaque la deuxième phase, la phase d'apprentissage et de recherche. L'objectif est très simple. On veut apprendre les fondamentaux de l'horlogerie, en savoir plus sur les grandes icônes et comprendre ce qui les différencie des autres. Et c'est bien souvent à ce stade qu'on commence à acheter ce que j'appelle les marques intermédiaires, à savoir les tags pour la légende automobile, les IVC et certaines Breitling d'entrée de gamme pour l'aviation, des Tudor pour la ressemblance et l'affiliation avec Rolex, bref, tout ce qui tourne autour de 2 à 5K. Ah oui, on commence à mettre de l'argent. Mais très vite, on se rend compte qu'on n'est pas rassasié avec ces pièces et que ce qu'on veut vraiment, ce sont les icônes, celles qui, malgré leurs controverses, affichent un statut de légende indéboulonnable. La Sub, la GMT, la Speed, la Datejust. Oui, je sais, souvent ça tourne autour de ces quelques références. Et on est tous passés par là. On a tous juré que par Rolex ou Omega. Et certains le font encore. Et d'ailleurs, c'est très bien, car on ne peut retirer à ces pièces la richesse de leur passé et le caractère extraordinaire des exploits auxquels elles furent associées, indéniablement. On pense souvent avoir trouvé la montre ultime, son Graal. D'ailleurs, c'est marrant parce que beaucoup d'entre nous passent souvent pas mal d'années dans cette phase, voire n'en sortent jamais. Et il faut avouer que ces montres sont belles, bien construites et validées socialement. Alors, que demander de plus? Pourquoi chercher plus loin? N'a-t-on pas coché toutes les cases? La vraie question est-ce que c'est de la paresse intellectuelle que d'en rester là? Eh bien, pas toujours. Mais dans ce cas, si toutes les subs et autres speed sont si merveilleuses et suffisantes pour avoir la collection ultime, alors pourquoi aller s'intéresser au second couteau? Et c'est un peu ce que je me disais intérieurement, fut un temps, lorsque j'étais dans cette phase et que je voyais des amateurs se pencher sur des refs peu liquides, peu connus, difficiles à entretenir, parfois avec des calibres fragiles. Je comprenais pas trop à l'époque. Tu me montrais une Glace UTE, une Piaget, une Bulgari, une Zénith, une Vacheron, une Chopard, une Girard-Perregaux, toutes ces montres, souvent équivalentes côté tarif et que j'aurais qualifiées d'alternatives. Je les trouvais belles, mais j'avais pas envie de m'y hasarder. Sans parler de l'image que j'avais de la perte à la revente. Puis après, cette période qui peut être très longue, vient généralement la troisième phase, celle de l'affinement des goûts, celle du recentrage. Où bien souvent, on ne raisonne plus en marque, mais en complications, en type de boîte, en couleur de cadran, en taille de boîte, en caractéristiques, en style. L'œil s'affine et l'on commence réellement à aimer sans se faire souffler les rafles à l'oreille. On finit par savoir ce qui nous va réellement, ce qui fait sens pour nous. Quel bonheur d'avoir une pièce qui reflète nos goûts, notre humeur, notre sensibilité. Une relation tout autre s'installe alors avec la montre. Généralement, à ce stade arrive un deuxième déclic. On comprend qu'il n'est pas nécessaire d'accumuler. Car on observe bien souvent qu'on porte toujours les mêmes 2, 3, 4 pièces, guère plus. Et ça, je l'ai souvent dit dans les épisodes. On est généralement moins habité par cette boulimie d'achat. Alors, il y a toujours ceux qui accumulent et qui accumuleront toujours, quel que soit le prix. Mais globalement, j'observe que ça se resserre. Et cette boulimie d'achat a laissé place à une forme de sérénité de portée. On respecte généralement les 20-80. C'est-à-dire qu'on va porter 20% de nos pièces à 80% du temps. Du coup, on réfléchit. Du coup, on écrème. On commence à vendre les points morts et on se laisse moins influencer par les injonctions à l'achat. Même si évidemment, il ne faut pas rêver, on l'est toujours un peu. On est toujours sensible à ça. Et vous, vous alternez sur combien de pièces la majorité du temps? Vous pensez en être où dans votre passion? Généralement, à ce stade, la notion de qualité et de finition prennent tout leur sens. Plus que jamais, on veut savoir à qui on donne notre argent. On veut plus de finition en main, une pièce alignée avec nos valeurs. Grand Seiko est l'illustration éclatante de cette quête. Des montres généralement discrètes et aux codes et détails que seul un œil averti peut voir. Et c'est justement ce qu'on cherche, le côté pour ceux qui savent. Je cite Grand Seiko à dessein, mais il y en a plein d'autres dans ce segment. Gégère-Lecoultre, Blancpain, Breguet, Girard-Perregaux pour ne citer qu'elles. Ah oui, j'ai oublié de préciser et de parler parallèlement des vintage qui suivent votre progression. Vous devenez pointu sur vos attentes et surtout vous avez compris que vous pouviez avoir la ref originale pour la moitié voire un tiers du prix de la réédition. L'histoire en plus. Bref, on ne vous la fait pas, on ne vous la fait plus. Alors, vous me direz, le cycle pourrait s'arrêter là et tout irait pour le mieux dans le meilleur des mondes. Mais le chemin ne s'arrêtera que quand vous vous arrêterez. Je sais, c'est un petit peu glauque. Car ce gain de maturité vous a démontré que le plaisir n'était pas dans le prix, ni forcément dans la rareté, mais se calculait plutôt pour beaucoup d'entre nous, pour moi en tout cas, dans une sorte d'équation globale comprenant le plaisir, le prix, l'esthétique, le soin apporté et la transparence, ou en tout cas la sincérité de la démarche globale, sans être complètement naïf non plus.
Et c'est là qu'un quatrième point vient se greffer, amplifié depuis environ 10 ans. Donc quatrième point, le détachement matériel, qui coïncide relativement bien, je trouve, avec une tendance de fond arrivée depuis une grosse dizaine d'années, avec l'arrivée des indépendants et des marques indépendantes et des micro-marques. Et oui, on en revient toujours à elles, ces fameuses marques indépendantes, proposant à des prix plus contenus, en général, une expérience, un design, une qualité, une relation avec les créateurs et une meilleure cohérence tarifaire, à l'heure où les prix ne veulent plus rien dire, ne correspondant plus tant à la qualité qu'à la surface à remplir de l'ego de l'acheteur. Et puis, comme l'indique le titre de ce quatrième point, parallèlement à ça, on a tendance à se détacher des pièces auxquelles on aurait juré ne jamais se séparer. Maturité ultime, selon moi, une forme de sagesse horlogère. On s'aperçoit d'une forme de vacuité et on adopte une lecture vraiment beaucoup plus claire du marché. Car malheureusement aujourd'hui, pour beaucoup, une montre ne coûte pas 50 000 euros parce qu'elle est belle et rare. Non, non, non. Une montre est rare et belle parce qu'elle coûte 50 000 euros. Il n'y a pas un petit problème. Et donc à ce stade, on s'étonne de voir sa boîte à montres se garnir de marques comme celle qu'on a pu voir au Timefest par exemple, et en parallèle de mettre ses grands crus au coffre et parfois même à terme à la vente. Ah, la sérénité, ça n'a pas de prix. Raison pour laquelle chez Baltic, chez Serica, chez March ou encore OW par exemple, vous croiserez autant de nouveaux amateurs que de collectionneurs aguerris. Et ça, je trouve ça tellement rafraîchissant. Et vous, vous en êtes à quel stade? Que pensez-vous de ces cycles? Dites-le moi en commentaire, ça m'intéresse beaucoup. Dites-moi où vous en êtes. Parfois, on peut les faire dans le désordre. Parfois, on peut rester bloqué sur un stade. À voir. Mais vraiment, il n'y a pas une façon de le faire. C'est vraiment ce que je voulais vous dire. Donc, une fois de plus, disclaimer, j'ai sûrement grillé des étapes pour certains et ça n'a pas vocation à être objectif. Et je sais que certains vont me dire, oui, c'est pas comme ça que ça se passe, etc. Je voulais vous donner ma vision, comment je le vois dans la grande majorité des cas. Et je voulais retracer chacune des marches qui, pour moi, font sens et pour moi, sont presque des passages obligés quand on a un parcours horloger. En tout cas, je suis sûr que certains d'entre vous, que pas mal d'entre vous se sont quand même retrouvés. Dites-moi où vous en êtes, ça m'intéresse beaucoup. Et vraiment, faites-moi part de tout ça dans vos commentaires. Voilà, l'épisode touche à sa fin. J'espère qu'il vous a plu. Si tel est le cas, n'hésitez pas à liker, à noter, à commenter. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube pour ne rien louper des futurs épisodes. Je vous prépare des choses très cool. Attention, à partir de la semaine prochaine, épisode série K qui devrait vous plaire. Je ne vous en dis pas plus, certains ont compris. Et encore une fois, merci à vous tous pour vos contributions, vos marques de soutien. Franchement, ça me va droit au cœur et ça me touche beaucoup. Comme d'habitude, vous pouvez me contacter par mail à l'adresse contact@demontrez-vous.com ou en DM via le compte Insta Démontrez-vous. Je vous prie de m'excuser par avance si parfois je prends un petit peu de temps. Ça peut même parfois prendre plusieurs semaines, mais comme vous le savez, et ceux qui ont posé des questions le savent, je mets des réponses personnalisées, je prends le temps de répondre à chacun. Je ne mets pas un smiley, un truc comme ça. Donc le prix à payer, c'est d'attendre un tout petit peu. Donc ne perdez pas patience et si vous voyez que ça a été un petit peu long, relancez-moi, n'hésitez pas. Quand vous voyez que ça a dépassé une semaine, 10 jours, n'hésitez pas. Et remettez-le en haut de la pile. Et maintenant, voici venu le temps de notre adage comme chaque semaine, mais écoutez plutôt. Pour faire de grandes choses, il ne faut pas être au-dessus des hommes. Il faut être avec eux. Montesquieu. Je vous laisse méditer là-dessus. Je vous dis à vendredi prochain dès 6h. Et surtout, et comme toujours, portez ce que vous aimez. Ciao!